Parfait. Donc, l'enregistrement est démarré. Allons-y. Donc, dans ce tutoriel, nous allons démontrer l'utilisation de la classe HTML Helper qui permet de générer des balises HTML à partir d'un objet C#, qui permet d'attribuer à ces objets un modèle et qui permet aussi d'attribuer à ces objets des classes CSS. Et nous devrons aussi avoir le temps de voir comment faire de la validation avec un concept qu'on appelle les annotations en ASP MVC. En fait, pas en ASP MVC, mais en .NET, puisque les annotations peuvent aussi être utilisées quand on fait du Link to SQL, quand on fait du Entity Framework et en fait, elles peuvent être utilisées chaque fois qu'on crée une classe de base. Mais ici, on va les voir dans un concept web. Donc, je vais démarrer avec un template MVC et on va créer notre application. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Donc, pendant que le projet se génère, lorsqu'on a commencé notre cours en ASP-MVC, je vous ai montré un avant-goût de ce que le ASP-MVC nous permettait de faire automatiquement, c'est-à-dire à partir d'un modèle, générer automatiquement un formulaire. Et lorsque ce formulaire était généré, le code qu'on observait dans la vue n'était pas du HTML. En fait, c'était une syntaxe qu'on va qualifier pour l'instant de bizarroïde, mais qu'on va démystifier au cours de la présentation d'aujourd'hui. Donc, dans ma structure de projet, je vais tout de suite aller dans les contrôleurs, nous créer vous savez quoi? Travaillons avec le Home Controller. Rajoutons tout simplement une vue dans le Home Controller. Donc, on a par défaut notre vue Index, notre vue About, notre vue Contact. Et je vais nous rajouter une vue. Ici. Une vue que je vais appeler Test Get HTML Helper. Donc, et on fera une vue aussi pour le post au fur et à mesure qu'on avance dans cette démonstration. Donc, basé sur cette action, on va générer une vue, add view, et on ne va pas utiliser de page de layout, on ne va pas utiliser de modèle pour l'instant, ou en tout cas, on va la créer sans modèle. Parfait. Donc, laissons Visual Studio faire son travail. Et donc, dans notre arborescence de projet, on devrait voir apparaître, et je vais fixer mon arborescence de projet, on devrait voir apparaître dans les vues, dans le dossier Home, une nouvelle vue. Donc, la vue qui est présente ici. Maintenant, à l'intérieur de cette vue, nous avons un squelette HTML et habituellement, si je voulais créer un formulaire, ben, je viendrais quelque part ici et je m'amuserais à écrire, à écrire form, à lui spécifier une méthode qui serait post ou get. Ensuite, on spécifierait une action. Et puisque nous sommes en ASP-MVC, notre action serait laquelle? Donc, on viserait le contrôleur Home, suivi de l'action. Bon, j'aurais peut-être dû choisir un nom. J'aurais peut-être dû choisir un nom d'action un peu moins long. Mais bref, on va copier ceci puisque le titre est inspiré de quoi? Du nom de notre action. Donc, suivi de l'action qui nous intéresse. Et voilà, on aurait notre formulaire. Donc, au lieu de taper tout ça, ben, on va commencer par voir comment la classe HTML Helper peut nous permettre de générer un formulaire, mais avec de plus en plus de fonctionnalités. Donc, je vais sauvegarder ceci. Vérifions d'abord que notre formulaire ici, lorsqu'on clique dessus, nous amène bel et bien vers
l'action qu'on a spécifiée dans le contrôleur spécifié. Et c'est helper, si on veut avoir une chance que ça marche. Donc, je vais tout simplement me rajouter un input type et allons-y avec un submit. Et donc, pas value, mais oups, value save. Tiens. Donc, c'est réglé. Sauvegardons, lançons notre application, ou plutôt, ce que je vais faire, c'est me mettre un point d'arrêt. Donc, je vais stopper. C'est me mettre un point d'arrêt ici dans Visual Studio pour vérifier que ce qu'on a fait présentement nous envoie bien à cette action. Donc, je vais relancer. Et souvent, on prend ça pour acquis, mais c'est important de le faire parce que vous pouvez mal écrire le URL qui pointe vers, et en fait, c'est une erreur. C'est sûr que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, on ne va pas être redirigé ici. Pourquoi? Parce que il nous faut une méthode qui répond au post. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire HTTP, ouvrons les crochets, HTTP post. Et pour différencier les deux actions, je vais tout simplement ici déclarer une string val, même si on sait que présentement notre formulaire n'envoie rien. Donc, on a prouvé que la première action répond bien au get. Donc, je vais enlever ce point d'arrêt et le remplacer par le second. Je vais relancer mon application. Donc, désolé pour cette petite erreur. Parfait. Donc, on appuie sur le bouton et boum, on est bien et bien redirigé dans notre vue. Évidemment, Val ne contient rien. Donc, si je vais observer cette fameuse vue, en regardant son code source, donc on n'est pas très impressionné par ce qui vient de se passer. Mais maintenant, regardez ce qui va suivre. Je vais retourner, donc on va stopper l'application, je vais retourner à l'intérieur de mon fichier .cshtml et je vais faire ceci. En fait, je vais faire ceci. Donc, je vais me débarrasser de ceci et je vais me débarrasser de cela et je vais faire ceci. À commercial. Donc, je me prépare à ouvrir une expression razor using. Donc, qui est un mot-clé C# qui nous permet de déclarer une section de code à l'intérieur, pardon, qui nous permet de déclarer un bloc de code à l'intérieur duquel certains objets vont vivre, mais dès qu'on sort de ce bloc de code, les ressources ou les objets utilisés vont automatiquement être désalloués de la mémoire. Donc, using, on va ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, et à l'intérieur de notre bloc using, on va faire ceci. On va utiliser HTML, donc HTML.beginForm. Donc, la méthode beginForm qui nous permet donc de débuter la génération d'un formulaire. Donc, je vais aller avec beginForm comme ceci. On va ouvrir les parenthèses, ouvrir et fermer les accolades. Parfait. Et à l'intérieur de ces accolades, je vais venir coller le contenu de mon formulaire. Sauvegardons le tout et relançons notre page pour aller inspecter ce qui va être généré en termes de HTML. Donc, allons-y.
Donc, n'oublions pas que lorsqu'on lance notre fichier .cshtml, c'est toujours l'action de type get qui est générée. Donc, jusqu'à présent, tout semble parfait. Si je vais inspecter le code source de ma page, ben, que vois-je? Form action, home/test get HTML helper et la méthode c'est post. Et j'ai le input type submit juste ici, en fait d'ici à ici, d'ici jusqu'à ici, jusqu'à ici, que j'ai inséré à l'intérieur des accolades. Donc, que vient-il de se passer? Ben, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de découvrir que la méthode beginForm de l'objet HTML helper génère par défaut le squelette d'un formulaire, c'est-à-dire la balise form avec par défaut la méthode post et comme action, il vise directement l'action dans le contrôleur qui a servi à générer la vue dans laquelle on se trouve. Donc, je répète, la vue dans laquelle on se trouve a été générée à partir de l'action test get HTML helper se trouvant dans le contrôleur home controller. Donc, le URL qui devrait être visé par un formulaire qui veut envoyer de l'information au serveur par get ou par post devrait être /home/ test get HTML helper si on veut aller par get ou test get HTML helper ici la version du bas si on veut y aller par post. Mais par défaut, cette méthode, lorsqu'on ne lui fournit aucun paramètre, va envoyer les informations par post. Maintenant, est-ce qu'on est capable de contrôler ce mécanisme? Est-ce qu'on est capable de viser une autre action dans le contrôleur? Est-ce qu'on est capable de viser un autre contrôleur? Est-ce qu'on est capable de modifier la méthode qu'on utilise pour envoyer des informations, post ou get? Est-ce qu'on est capable de styler ce formulaire? Parce qu'en HTML standard, ben, je pourrais venir ici, par exemple, et rajouter un attribut style et donner des propriétés CSS. Ou je pourrais encore rajouter un attribut classe et spécifier le nom d'une classe que j'aurais définie dans un fichier CSS externe. Mais avant de continuer, est-ce que tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Oui. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais retourner dans, les paramètres de beginForm, puisque beginForm est une méthode qui a plusieurs surcharges en réalité. Donc, et Visual Studio ne veut pas coopérer. OK, c'est pas grave. Donc, normalement, le premier paramètre, le premier paramètre de, vous savez quoi, ça va peut-être être plus simple comme ceci. Je vais laisser ça comme ça et je vais venir ici à l'extérieur faire un A commercial, juste pour nous permettre de voir les différentes surcharges. A commercial HTML.beginForm. Je vais ouvrir la collade et voici. On a 13 surcharges différentes de cette méthode. Les surcharges étant le même nom de fonction, mais avec des listes de paramètres différents. Donc, on a le choix ici. Si j'avance dans les surcharges et je vais aller chercher celle qui m'intéresse parmi les 13, donc rendu à la quatrième, on me parle de quoi? On me dit que le premier paramètre peut être le nom de l'action que je vise dans un contrôleur et le second paramètre peut être le nom de ce fameux contrôleur. Donc, si jamais je ne voulais pas par défaut viser l'action test get HTML helper dans le contrôleur home, mais je pourrais venir ici et comme premier paramètre, donc spécifier
le nom d'une autre action et comme deuxième paramètre, spécifier le nom du contrôleur dans lequel se trouverait cette fameuse action. Donc, ce que je vais m'amuser à faire juste ici en réalité. Parfait, allons-y comme ceci. Donc, notre premier paramètre, c'est l'action qui nous intéresse. Donc, voici l'action. Et notre deuxième paramètre, c'est le contrôleur. Donc, je vais écrire home tout simplement. C'est important de réaliser que ici, j'ai écrit mon action et j'ai écrit mon contrôleur sans utiliser de chemin relatif. Pourquoi? Parce que cette action-là est par défaut cette vue, la vue dans laquelle je me trouve est par défaut une vue auquel ce contrôleur et cette action ont accès. Si je voulais, à partir de la vue actuelle, viser une action qui se trouvait dans un autre contrôleur, ben, il faudrait que je donne le chemin relatif de cet autre contrôleur. Donc, je vais prendre ceci et je vais le mettre en commentaire. Je prends la peine de le faire. Pourquoi? Parce que je crois que jusqu'à présent, on n'avait pas encore démontré comment mettre une expression Razor en commentaire dans une vue ASP-MVC. Donc, un commentaire, c'est un A commercial étoile, étoile A commercial. Si j'avais du HTML et que je voulais mettre mon HTML en commentaire, comme ici, ben, on voit que ce n'est pas un commentaire HTML standard. On est dans un fichier, Razor et je suis ici dans une expression Razor. Donc, ce sont les commentaires Razor qui sont utilisés. Et si jamais vous doutez, donc regardons ce qui se passe si nous déclarons un div à l'extérieur d'une expression Razor. Donc, allons-y tout simplement comme ceci. Et je vais mettre ce div en commentaire encore une fois. Et voilà. Donc, peu importe où je me trouve dans un fichier .cshtml, que je sois sur une ligne qui n'a qu'une expression Razor, que je sois à l'intérieur d'une expression Razor ou que je sois dans un bloc de HTML standard, les commentaires se font avec A commercial étoile, étoile A commercial. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je vais décommenter ceci. Et donc, ici, ce qu'on devra avoir comme comportement, c'est exactement le même comportement que tout à l'heure. On devrait avoir notre formulaire qui est soumis à la méthode test get, à l'action test get HTML helper se trouvant à l'intérieur du contrôleur home et ça devrait être fait avec une méthode par défaut, soit post ou get. Observons ce qui va se passer. Donc, si j'inspecte le code de la page, donc on voit que effectivement, j'ai toujours home, mon contrôleur, j'ai toujours l'action et j'ai toujours post comme méthode. Et si je m'amuse à cliquer sur le bouton, ça marche toujours, on est toujours redirigé au même endroit. Juste pour prouver notre point, créons une nouvelle action, juste ici, basée sur contact et appelons-la, précédons-la de la notation HTTP post encore une fois. Et pour différencier cette action de la première, encore une fois, je vais inventer une string, un paramètre dummy, un paramètre fictif qui devrait supposément être envoyé par poste, même si nous n'en voyons rien pour l'instant. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais maintenant prendre action, contact, pardon. Je vais mettre mon point d'arrêt juste ici. Je vais retourner dans mon fichier .cshtml et au lieu de viser test get HTML helper, je vais viser contact. Stoppons l'exécution, sauvegardons et relançons. Donc, si on inspecte le URL qui va apparaître dans quelques secondes, ben, on voit tout de suite que notre action
test get HTML helper, sa version get, donc une image vaut 1000 mots, donc sa version get, donc c'est toujours cette version qui est appelée pour nous retourner la fameuse vue. C'est ce que nous donne comme indice le URL suivant. Par contre, lorsque j'appuie maintenant sur mon bouton, on voit que je suis redirigé où? Vers l'action contact déclarée et visée par l'action, par la notation HTTP post. Et si j'inspecte le code HTML, ce que j'ai oublié de faire, je vois qu'effectivement, les deux paramètres que nous avons passés à la méthode beginForm de l'objet HTML helper, spécifié ici. On m'entend toujours bien? J'ai l'impression de perdre la connexion. Ouais, ça crache un petit peu. OK. Ça va. Mais ça va? On est quand même capable de suivre? Là, c'est bon, c'est juste ça a coupé pendant 2 secondes. OK, c'est bon. Merci. Donc, pour ce qui est de la méthode de soumission, pour l'instant, on est encore coincé avec le post par défaut. Ce qui est un peu particulier, pourquoi? Parce que vous savez sûrement, sinon je vous le rappelle, que dans la majorité des technologies web côté serveur, si on ne spécifie pas, pardon, je reformule, en HTML standard, si je crée un formulaire et je ne spécifie pas la méthode de soumission, par défaut, la méthode qui est utilisée dans la majorité des technologies, c'est le GET. Alors qu'on voit ici qu'en ASP.MVC, la méthode qui est utilisée par défaut ou la méthode qui est générée par défaut est le POST. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'on utilise un formulaire, c'est qu'on veut envoyer des informations vers le serveur, des informations qui sont la plupart du temps sensibles. Donc, on veut les encoder par la méthode pose au lieu de les juxtaposer tout simplement, au lieu de les concaténer à la suite de notre URL, ce qui est le comportement par défaut de la méthode get. Donc, je crois que c'est pour ça, et c'est une supposition, là, que les développeurs du ASP.MVC ont choisi la méthode post par défaut pour la fonction beginForm. Donc, essayons de voir maintenant comment est-ce qu'on peut contrôler la méthode qu'on utilise pour faire notre fameux post. Donc, je vais enlever mon point d'arrêt, je vais me débarrasser de cette action, puisqu'elle n'était que là pour démontrer que beginForm pouvait viser n'importe quelle action dans n'importe quel contrôleur. Ici, j'ai visé deux actions différentes dans le même contrôleur, mais on a déjà vu dans des vidéos tutoriels précédents comment est-ce qu'on pouvait, et on avait fait la démonstration avec l'objet view ici, comment est-ce qu'on pouvait atteindre une autre vue se trouvant dans un autre contrôleur en utilisant l'adressage relatif. Donc, c'est le même principe là qu'on spécifie l'action qu'on veut attaquer dans un contrôleur en particulier, dans beginForm. Donc, allons-y, retournons dans notre fichier .cshtml et donc, je vais décommenter ma ligne ici, encore une fois pour pouvoir exploiter l'autocomplétion et vous montrer quelles sont, encore une fois, les différentes surcharges auxquelles on a accès. Donc, en rajoutant une virgule supplémentaire, j'ai eu accès ici à une des surcharges supplémentaires de la méthode beginForm de l'objet de la classe HTML helper. Donc, répétons, l'action est le premier paramètre, le contrôleur est le second. Faites très attention à ça. Intuitivement, puisque en SPMVC, quand on vise une ressource en particulier, c'est techniquement le nom du contrôle, slash le nom du contrôleur, slash le nom de l'action. On a tendance à croire que le premier paramètre ici est le nom du contrôleur, alors que c'est vraiment l'action, virgule suivie du nom du contrôleur. Et dans la cinquième surcharge ici, on voit qu'on peut spécifier
euh, une méthode de soumission pour le formulaire. Donc, form méthode, méthode. Donc, comment ça marche? C'est simple. On invoque une énumération. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une énumération? Pendant qu'on est sur le sujet. Donc, on a vu comment créer des classes ensemble. En PO, on a vu comment créer des structures, si je ne me trompe pas, mais les énumérations, est-ce que vous les avez déjà abordées? Oui, non, peut-être? Moi, ça me dit rien. Non? Ça vous dit rien. OK. Donc, donnez-moi quelques secondes. On va en profiter pour régler ça ensemble. C'est pas trop long et c'est un concept qui est relativement utile en programmation. Donc, ce que je vais faire, donc je vais aller ici dans mon contrôleur et dans le namespace ici, je vais faire un public enum. Public enum, tiens, euh, chocolat, tiens, chocolat. Je vais ouvrir les accolades et allons-y. Ça ressemble étrangement à un exemple de Node que vous avez fait. KitKat. Ouais, il me semble que c'est ça. Ou, vous savez, je vais y aller encore de manière plus intéressante pour vous. Donc, ce que je vais faire, je vais venir juste ici. Où sont mes classes? Ok, je vais aller sur mon contrôleur. Je vais générer le diagramme de classe. Et ici, j'ai le choix. Je peux rajouter des classes, je peux rajouter des structures, je peux rajouter toutes sortes de choses. On peut rajouter des interfaces, le type de données interface dont on a discuté en classe dernièrement. Et on peut rajouter des enums. Donc, si j'appuie OK et que je vais inspecter le code, ben, public enum, le nom de l'enum, on ouvre les accolades. Et à l'intérieur d'une énumération, ben, on peut venir déclarer des éléments. Donc, on peut le faire à travers le code dans Visual Studio. On peut le faire aussi graphiquement. Donc, je vais aller graphiquement. Donc, je peux rajouter des membres ou des champs. Donc, disons, je vais appeler ça lundi. Le champ lundi. Je vais rajouter. Donc, ce n'est plus une énumération chocolat, c'est devenu une énumération jour de la semaine. Donc, je vais la créer et on va voir comment s'en servir. Donc, mardi. Donc, on va peut-être pas créer tous les jours de la semaine, mais on va en créer quelques-uns et on va comprendre le principe, je crois. Mercredi. Et évidemment, je pourrais aussi aller les créer manuellement mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dernier, mais non le moindre, dimanche. Si vous remarquez, tout ce que j'ai écrit dans mon énumération sont des informations qui ont une relation les unes entre les autres. Donc, c'est l'énumération. Bon, elle s'appelle enum ici. J'aurais dû l'appeler jour de la semaine. Donc, les jours de la semaine du lundi au dimanche sont des informations qui ont un lien ensemble. Je pourrais faire l'énumération mois de l'année et je placerai les différents mois de l'année à l'intérieur de mon énumération. Et si vous regardez correctement, on voit que lundi a la valeur 0, mardi a la valeur 1, mercredi a la valeur 2. Donc, ça va en incrémentant de 1. Et donc, dimanche à la valeur 6, puisqu'on a commencé à 0. Par contre, je peux m'amuser à faire ceci. Égale, disons, 45, virgule. Donc, j'ai 0, 1, 2, 45, 46. Donc, on voit ce qui vient de se passer. Automatiquement, lorsqu'on fixe une valeur, les autres incrémentent de 1. Mais je peux venir donner des valeurs différentes à chacun des éléments dans mon énumération. Je pourrais avoir une énumération note.
Comme à l'université, par exemple. Le A+ est égal, je lui donne une valeur. Le A est égal, je lui donne une valeur. Le A- est égal, je lui donne une valeur, etc. jusqu'au F ou peu importe. Mais l'énumération qui est là, tentons de l'utiliser maintenant dans notre code. Si je retourne Pardon? dans mon home control, oui, Qu'est-ce qui arrive si tu lui donnes une valeur qui est pas un chiffre? qui n'est pas un chiffre, normalement, les énumérations, c'est pas tout à fait comme un tableau clé valeur, mais on peut le schématiser comme ça. C'est-à-dire que tu as toujours où est mon énumération? Tu as toujours une string, entre guillemets. Bon, je ne vais pas vraiment dire une string parce qu'on n'a pas mis les guillemets comme ici, mais on a toujours un texte ou une étiquette qui est associée à un chiffre. Donc, quand tu utilises l'énumération, tu donnes le texte et tu récupères le chiffre associé, ou tu donnes le chiffre et tu récupères le texte que tu peux convertir en string pour ton algorithme. Donc, c'est le principe de base d'une énumération. Ok, donc il n'y aurait Donc, pas d'intérêt à dire que jeudi égale Toto, par exemple. exactement, exactement. Ok. C'est vraiment jeudi, ça te retournerait le jour de la semaine correspondante. C'est le but ici. Ok. Donc, c'est une alternative à avoir, par exemple, un tableau de jours de la semaine, un tableau de string où tu aurais lundi, mardi, mercredi, etc., jusqu'à dimanche dans les cases de ton tableau. Et si tu veux récupérer lundi, ben, ce serait le nom de ton tableau crochet 0 pour récupérer 0. Parce que là, il faut garder en tête ce que chacun des indices va te retourner comme string. Alors qu'avec une énumération, si je viens, bon, je vais faire ça n'importe où juste pour vous le montrer. Disons ici, ça s'appelle enum1 mon histoire. Donc, enum1, elle est cachée juste ici. Enum1, G de S pour jour de la semaine égale. Donc, regardez bien, enum1 point. Dimanche, jeudi, lundi. Donc, je vais chercher ce que je veux. Donc, je vais chercher lundi. Donc, là-dedans, cette variable-là est initialisée maintenant à lundi. Donc, si je fais par exemple un formulaire dans lequel, quand mes clients s'inscrivent, il y a différents niveaux de membership. Donc, membership bronze, argent, or, platinum, et que avec chacun de ces niveaux de membership, j'ai des rabais spécifiques à appliquer. Ben, dans ma classe client, un des attributs peut être une énumération membership. Et dans l'énumération membership, au lieu d'avoir mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., j'aurais mis, voyons, bronze, argent, or, platinum. Est-ce qu'on voit un peu l'idée ici? Ouais, mais il faut vraiment que ça soit des choses qui se suivent à chaque fois. Comme... Exactement. Il faut que ce soit des éléments qui sont associés, un concept associé, Ok. comme les jours de la semaine, les mois de l'année, les niveaux de membership, les notes possibles à un cours. On voit l'idée, je crois. Mhm. Ça va? Donc, ça n'existe pas dans tous les langages de programmation, mais évidemment, le C# étant inspiré du C, du C++, qui lui-même est inspiré du C, ça existe dans tous ces langages-là. En Java, je ne suis pas sûr que les NumEx, en tout cas, je pourrais vérifier, mais effectivement, ce n'est pas disponible dans tous les langages. Mais il y a énormément d'énumérations qui existent en .NET en réalité. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Ça va pour tout le Je monde? pense que ça existe en Java. Super. Donc, et, et souvent, on ne s'en rend pas compte quand on crée nos modèles objets, on va avoir tendance à créer une classe, par exemple, et un de ses attributs, si par exemple, je prends l'exemple du type de membership, on va créer un attribut de type string et on va l'appeler membership type. Et là, on va laisser à l'utilisateur le choix de taper lui-même son niveau de membership, alors qu'on pourrait avoir dans notre classe, en Java ou en C# ou en C++, on pourrait avoir un attribut de type enum membership. Et donc là, ça force à n'avoir
qu'un ensemble précis ça force à choisir dans un ensemble déterminé de valeurs. Ça va, donc je vais essayer de les utiliser dans des exemples ou des démonstrations à venir pour que ça devienne un peu une seconde nature pour vous, de les utiliser lorsqu'il y a lieu de les utiliser, de la même façon que on a vu les structures il y a plusieurs sessions, mais je vois rarement des structures dans vos programmes. Pourtant, une classe peut avoir comme un de ses attributs privés une structure. Donc, c'est important de garder ces concepts en tête. Mais revenons à nos moutons. Donc, oui, juste ici. Donc, on voulait spécifier le mode de soumission. Donc, voilà. Form méthode qui est une enum. Donc, form méthode. Et à l'intérieur de cette énumération, ben, j'ai deux choix. Donc, j'ai get ou j'ai post. Donc, je pourrais tout aussi bien avoir écrit le chiffre 0 ou le chiffre 1, sauf que ben, dans cette implémentation-ci du ASP-MVC, get vos 0, post vos 1, dans 2 ou 3 implémentations futures, ben, je n'ai pas nécessairement une idée de ce que vaudra chacun de ces paramètres. Donc, au lieu de mettre des valeurs comme 0 ou 1, ben, vaut mieux utiliser l'énumération qui est fournie par le système, parce que peu importe la valeur qui est retournée, ça va toujours marcher. Donc, si je veux y aller par get, par exemple, juste ici, et relançons notre application encore une fois, et ce qu'on va pouvoir constater, c'est que si j'appuie sur le bouton, ça va planter. Pourquoi est-ce que ça va planter? Ben, c'est parce qu'on a toujours l'action contact ici, alors que cette action, on s'en est débarrassé dans notre run. On va stopper l'exécution. Parfait. On va stopper l'exécution. On va revenir dans notre fichier CSHTML et on va modifier contact par ce qu'il devrait être. Et je vais relancer. Parfait. Donc, si j'inspecte le code source, on voit bel et bien que ma méthode est maintenant get et qu'on vise l'action spécifiée dans le contrôleur spécifié. Et si j'appuie sur le bouton, bon, évidemment, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que nous avons enlevé notre point d'arrêt. Donc, je vais refaire ça rapidement. Oups. Dans le Home Controller. Donc, je vais remettre mon point d'arrêt juste ici, au bon endroit, et je vais relancer. Oui, pardon. Donc, on a ri encore une fois. Pourquoi? C'est un petit lapsus. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de spécifier get. Donc, c'est normal que mon point d'arrêt ici ne soit pas atteint parce que c'est un post, ça. Donc, c'est cette méthode-ci qui a été appelée. Et puisque cette méthode nous retourne exactement la même vue, ben c'est pour ça qu'on ne voit aucun changement dans l'interface usagée. Donc, je vais plutôt mettre mon point d'arrêt au bon endroit. Et bon, tant mieux si j'ai fait cette erreur. Ça nous permet de valider notre compréhension. Donc, on relance. Et ensuite, on va changer le form méthode pour post et on va voir qu'on va atteindre l'action du bas. Donc, le premier point d'arrêt ici, c'est tout simplement parce qu'on a demandé le URL, on a demandé une ressource en particulier. Donc, l'action correspondante doit nous retourner la vue. Donc, allons-y. Parfait. La vue vient de nous être retournée. Et maintenant, quand j'appuie Save, comme on peut le constater ici, ben, on est renvoyé encore dans l'action spécifiée pour le get.
ce qui est normal. Si je stoppe l'exécution et que je reviens dans mon CSHTML et que je change ici le form method.get pour le form method.post et que nous relançons l'application, est-ce que mon point d'arrêt est toujours oui? Donc, première chose, on tombe dans le get parce qu'on a demandé la ressource. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Voilà, voilà. Donc, le formulaire nous est retourné et ensuite, puisque nous avons spécifié un post comme méthode de soumission, quand on appuie sur le bouton Input Type Submit, on tombe dans l'action de type, voyons, HTTP post. Maintenant, ce magnifique formulaire, on aimerait être capable de le styler aussi. Donc, si je rajoute une virgule, on a un paramètre supplémentaire, un quatrième paramètre qui s'appelle Object HTML Attribute. Donc, on est capable ici de créer un objet anonyme à l'intérieur duquel on peut venir spécifier des attributs CSS ou même des attributs HTML, des classes CSS, etc., etc. Donc, ça se fait de la manière suivante. Donc, c'est un objet, donc new. On ouvre les accolades car cet objet est formaté un peu comme un objet JSON. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir mettre comme information? Je pourrais peut-être vouloir attribuer une classe Bootstrap à mon formulaire, puisque c'est un formulaire qu'on est en train de créer. On va voir que la classe HTML Helper nous permet aussi de générer des balises standards. Et ces balises standards peuvent être associées à des classes Bootstrap ou à des classes de notre propre création. Donc, puisqu'en HTML, le mot classe permet de définir une classe CSS, mais qu'en C#, le mot classe permet de définir une classe C#, on a un problème ici. Parce que si j'essaie d'écrire classe, on voit qu'il est reconnu comme un mot-clé en bleu parce qu'on croit que c'est du C#. Mais je ne veux pas créer une classe C#. Je suis en train d'essayer de parler de l'attribut CSS class. Donc, ce que je dois faire ici, c'est le précéder d'un A commercial. Et si je ne me trompe pas, c'est un C majuscule en fait. Ouais, le précédé, majuscule ou minuscule? Le précédé d'un A commercial pour spécifier que c'est une classe HTML qu'on est en train d'essayer de définir, égale, on ouvre les apostrophes et les guillemets, pardon, et à l'intérieur de ces guillemets, ben, je vais être capable de spécifier le nom de la classe CSS que je veux exploiter. Pour exploiter une classe CSS ici, évidemment, il faudrait que j'ai inclus un fichier CSS. Donc, je pourrais aller dans mon arborescence de projet ici, puisqu'on a pris un template MVC, et drag and drop un fichier CSS ici, un fichier CSS externe, dans lequel j'aurais déclaré différentes classes que je voudrais attribuer à mon formulaire. Mais allons-y avec un exemple, disons text danger, par exemple, qui est une classe Bootstrap. Et voilà, je viendrai juste d'avoir ajouté l'attribut HTML class et de l'avoir initialisé avec la classe TextDanger. Espace, si j'avais une classe Toto, donc je viendrais d'associer avec cette ligne de code à mon formulaire la classe TextDanger et Toto. Donc, évidemment, ces classes-là, je ne les ai pas créées, je n'ai pas lié de fichier CSS. Donc, si je stoppe,
je sauvegarde et je relance, juste pour que vous voyez ce qui a été généré au niveau du HTML et vous montrer comment, malgré le fait que le code HTML est généré à partir d'une classe, on a toujours tout le contrôle sur ce qui se passe ou sur ce qui est affiché ou comment nos éléments sont présentés à l'écran, puisqu'on peut attribuer des classes CSS et donc dans notre fichier de style, on peut définir les règles qui déterminent l'allure, qui déterminent les couleurs, qui déterminent le positionnement des différents objets qui sont générés automatiquement. Donc, allons-y. Donc, voici ma page. Et si je vais inspecter le code source, et voici, donc on voit la classe TextDanger et Toto qui ont été rajoutés à mon formulaire. Et donc, cette même technique de rajouter un objet anonyme et de lui spécifier une série de classes pour le styler va être valide pour toutes les autres méthodes de la classe HTML Helper. Donc, je vais stopper cette première partie de notre démo. On va prendre une petite pause et en revenant de la pause, on va continuer en présentant d'autres fonctions de la classe HTML Helper. La begin form étant une des plus importantes. Pourquoi? Ben parce que très souvent, on veut rajouter d'autres éléments HTML à l'intérieur d'un formulaire.